de nous avoir choisis. Bonjour à tous, bienvenue dans les Alpes. Tout de suite, les titres de votre journal. 5 personnes comparaissent depuis ce matin devant le tribunal correctionnel de Chambéry. Ces personnes sont soupçonnées d'avoir participé à un vaste trafic de chiens entre janvier 2011 et avril 2015. Un couple d'éleveurs de Novalaise en Savoie est concerné, ainsi que plusieurs vétérinaires. Comme chaque lundi, nous ferons un point sur l'actualité chez nos voisins suisses et italiens. Fabrice Liégard nous parlera notamment de la pollution qui touche Turin et l'Italie en général. 60 000 personnes meurent prématurément chaque année à cause de cette pollution atmosphérique liée notamment aux voitures ou encore au chauffage. Fabrice Liégard, donc c'est tout à l'heure dans ce journal. Enfin, un mot de votre météo, et c'est un lundi au soleil pour tout le monde avec des températures maximales autour de 13 degrés en pleine. Je vous le disais en titre, plusieurs vétérinaires et un couple d'éleveurs de Novalaise en Savoie doivent donc s'expliquer devant le tribunal correctionnel de Chambéry. Ils sont soupçonnés d'avoir introduit frauduleusement sur le sol français des chiens de race venus d'autres pays européens. Nathalie Rapuc et Franck Serroni ont suivi pour nous le début du procès. On nous demande d'être européen, j'ai été européen. Voilà comment l'un des deux éleveurs justifie la vente de chiots dans des salons, des chiots introduits illégalement sur le sol français. Ce vaste trafic de chiens s'est déroulé entre janvier 2011 et avril 2015 à Novalaise. Les deux éleveurs sont soupçonnés d'avoir introduit illégalement des chiots de race, chihuahua, bulldog, sur le sol français. Ils sont également poursuivis pour avoir continué leur activité alors qu'un arrêté préfectoral leur interdisait de travailler dans des conditions constatées déplorables pour les animaux. 3 vétérinaires doivent également s'expliquer sur leur complicité concernant le puçage des chiens. Les victimes présentes à l'audience étaient choquées par les propos tenus par les éleveurs ce matin à l'audience. 70 personnes et institutions se sont portées partie civile. Les prévenus encourent jusqu'à 7 ans d'emprisonnement et 750 000 € d'amende. C'est une petite victoire pour l'association savoyarde Les Papillons Blancs. 2 nouveaux foyers de vie et d'accueil pour personnes en situation de handicap mental viennent d'ouvrir à Grésy-sur-Aix. Reportage Claudine Longhi-Bernard et Frédéric Pasquette. Ici, on prend son temps pour faire et défaire les choses. L'important, c'est le bien-être des personnes en situation de handicap intellectuel qui sont accompagnées tout au long de leur vie de 5 à 71 ans. Voilà, c'est la chambre d'Evelyne. Les foyers de vie et médicalisés accueillent des personnes qui ne peuvent pas ou plus accéder à une activité de travail. Avec la construction des fougères et des érables, l'association Les Papillons Blancs vient d'offrir 48 nouvelles places. Mais ce n'est pas encore suffisant. Le manque de place, il est à tout âge. Enfants, adultes, on a une liste d'attente longue comme le bras. Donc ça sous-entend que les familles doivent garder les personnes en situation de handicap intellectuel à la maison et donc arrêter de travailler souvent pour un des 2 parents. Donc oui, c'est un combat tous les jours. Un combat qui est avant tout financier. Si l'État, le département et l'assurance maladie participent, l'association des parents d'enfants inadaptés, la PEI, les Papillons Blancs, met aussi la main à la poche, sans oublier les dons privés. Le travail fait aussi partie de la vie de certaines personnes en situation de handicap intellectuel. Les ateliers de Chantemerle emploient 165 travailleurs autour de 2 axes majeurs, les espaces verts et le secteur industriel. Un établissement et service d'aide par le travail aussi important que les foyers de vie. On existe dans la société, on apporte quelque chose, on nous demande de réaliser un travail, on le fait, on est reconnu comme le faisant convenablement, donc ça apporte des choses à tout le monde, à nous-mêmes et à la société en général, c'est valorisant. Reste l'avenir de ces travailleurs et c'est le nouveau cheval de bataille de l'association Les Papillons Blancs, trouver des solutions pour accueillir les personnes en situation de handicap intellectuel à la retraite. Éducation, l'université Grenoble-Alpes a reçu le label IDEX. Ce titre prestigieux devrait permettre à l'université de mobiliser plusieurs centaines de millions d'euros pour financer ses nombreux projets. Les détails avec Marie Michelier. C'était l'un des buts de l'université Grenoble-Alpes, obtenir le label IDEX, Initiative d'excellence, pour accélérer son rayonnement à l'international. C'est aujourd'hui chose faite. Après un premier échec en 2012, les universités grenobloises avaient alors trébuché sur l'un des critères clés de la sélection, la gouvernance.
Depuis, les 3 principales facultés du campus, Stendhal, Pierre Mendès France et Joseph Fourier, ont donc fusionné en un pôle unique, devenant ainsi un sérieux candidat. Présélectionné en avril 2015, le projet grenoblois a officiellement été labellisé vendredi dernier. Mené par une douzaine de partenaires, il se positionne autour d'enjeux socio-économiques liés à l'identité de Grenoble et au XXIe siècle, société durable, santé, bien-être et technologie par exemple. Ce label, lancé sous le gouvernement de François Hollande, se traduira surtout pour l'université Grenoble-Alpes par une dotation de plusieurs centaines de millions d'euros pour financer ses projets et en faire profiter les quelques 45 000 étudiants qu'elle reçoit chaque année. Après plusieurs années d'arrêt forcé, le seul et unique téléski du Salève fonctionne à nouveau, et ce grâce au travail des bénévoles, des passionnés plutôt ravis de donner le sourire aux skieurs venus de Haute-Savoie, mais aussi de la Suisse voisine. Reportage Serge Vorette et Ariane Combe. Faut qu'on fasse la liaison. Tous sur le pied de guerre pour la reprise, même Nicolas, l'homme qui travaille habituellement dans les cintres de l'Opéra de Genève. Il faut dire qu'il l'attendait depuis si longtemps, le retour du téléski de la Croisette, la seule et unique remontée mécanique du Salève dont Yves, l'ancien, parle si bien. C'est de la bonne qualité. C'est comme je dis, c'est de la mécanique agricole. J'ai toujours dit, ce téléski, il aurait fallu le mettre au sommet des Grands Montets, pas à la Croisette. Ça fait 35 ans qu'il est dehors, aux intempéries, il est bien toujours là. Le héros du jour, c'est donc lui, avec ses 7 pylônes, ses 60 chevaux et surtout son association de bénévoles, tous issus du Bas-Salève, comme ils aiment à le rappeler, et dont le président n'a que 20 ans. Je viens marcher l'été, tout le temps ici, c'est ma maison secondaire. Quand on vient là 2-3 fois par semaine et puis qu'on voit le téléski qui n'a pas tourné depuis 4-5 ans, et puis qui est en train de tomber à l'abandon, on se dit allez, pourquoi pas reprendre quoi. Parce que le petit raidillon, quand il monte, c'est vrai que quand il lâche, la perche, elle part à vitesse grand V, parce qu'elle est en tension, puis elle peut passer derrière le guide, et puis il t'y fout tout par terre, hein, c'est ça le problème. Parler, échanger entre vous, les jeunes et les vieux, tous gamins de ce qu'on nomme aussi la montagne des Suisses, tant Genève est proche, et d'ailleurs des souvenirs, ils en ont aussi, les Genevois. Merci beaucoup. Voilà. Quand on a déménagé à Genève il y a 11 ans, nous avons découvert, nous trouvions ça génial. Et mes enfants, ils étaient tellement petits, ils ont décroché là parce qu'ils étaient trop légers. Mais c'est là ils ont appris, hein. C'est génial je trouve. Comme quoi tous les Suisses ne font pas du ski qu'à Stade ou à Davos et tous les Hauts-Savoyards à Chamonix. Il y en a qui font beaucoup plus simple, mais beaucoup plus original. Et la Suisse, mais aussi l'Italie, on continue d'en parler avec Fabrice Légard. Bonjour Fabrice. Bonjour Pauline. Et notre chronique Alpes Express. Fabrice, à la une cette semaine, une fois n'est pas coutume, un authentique exploit sportif. Oui, alors Paulina, connaissez-vous les Harlem Globetrotters? C'est du basket, je crois. C'est ça, basket. Et ben, vous allez voir que ces fameux basketteurs américains pourraient être jaloux du panier que vous allez voir maintenant. Regardez, c'était lors d'un match opposant l'équipe PMS de Turin à celle de Cremona. Un joli bras roulé de toute la longueur du terrain pour son coéquipier sous le panier adverse. Facilissimo la pallacanestro, c'est le nom du basketball en italien. Allez, on se le repasse une petite fois au ralenti, c'est cadeau. Et ça marque encore. Prodigieux. Hein. Prodigieux. C'est mieux. Et on va en Suisse avec une grande première depuis la naissance de la Confédération. Oui, Pauline, car pour la première fois depuis 1291, c'est la date de création de la Confédération helvétique, eh bien, une classe de neige a été mise en place par la direction de l'éducation de la Confédération pour permettre aux lycéens alémaniques de rencontrer leurs homologues francophones. Ça se passe à Gstaad en ce moment. C'est une rencontre quasiment du 3e type d'après la presse suisse. 5 classes de Genève doivent rencontrer cet hiver 5 classes de Berne. Alors, est-ce que cela suffira pour promettre des lendemains qui chantent à la Suisse sur le front linguistique? La réponse dans quelques années. Mais pour l'instant, on le sait, la question des langues reste toujours aussi sensible chez nos voisins. Allez, c'est l'heure de notre grand format du lundi, un grand format plus à voir qu'à respirer, vous allez comprendre pourquoi, car avec le retour des conditions anticycloniques, la question de la pollution de l'air des grandes villes du nord de l'Italie se pose à nouveau de façon crue. Direction Turin tout de suite avec Didier Albrand et Gilles Néret. Pour un peu, en ces temps de pic de pollution, le service du professeur Pellegrino en deviendrait presque le dernier salon turinois où l'on cause,
où l'on parle smog et surtout de ses effets sur la santé. Grâce à cet examen, nous pouvons voir à quel point les bronches de nos patients sont dégagées ou non. C'est le premier examen que nous faisons passer aux malades dès qu'ils arrivent ici. Et il en arrive des malades, aux urgences des hôpitaux comme dans le service de pneumologie de cette clinique du centre-ville. Après 2 derniers mois de l'année 2015 passés au régime sec, sans pluie, dans un air chargé de polluants, les Turinois consultent à toute vapeur. Ces derniers mois, en pneumologie, nous avons vu augmenter de 15 à 20% le nombre des malades venant consulter. Une bonne partie de ces malades sont des jeunes en bonne santé qui se retrouvent avec des pathologies respiratoires en raison de leur pratique intensive du jogging tous les jours. D'autres, en revanche, sont déjà malades des voies respiratoires et voient leur état s'aggraver à cause de la pollution et ils viennent se faire soigner. Se faire soigner quand il n'est pas déjà trop tard. En Italie, près de 60 000 personnes meurent prématurément chaque année des effets de la pollution atmosphérique. À Turin, on sait déjà que si les journées rouges continuent, comme à la fin de l'an dernier, en 2020, ce sont plus de 2300 piémontais qui mourront des poussières fines, des pots d'échappement, 140 de la pollution à l'ozone et 300 à force d'inhaler le dioxyde d'azote des chauffages notamment. Un bilan macabre, conséquence directe de l'accumulation de ces giorni cattivi, ces jours mauvais, comme on dit chez les soldats de l'ARPA, les casques bleus de l'air du Piémont. Un jour mauvais pour nous, cela veut dire un jour où l'on dépasse les niveaux autorisés de concentration de polluants. En 2015, il y a eu beaucoup plus de jours mauvais que les 35 autorisés par la loi. Nous en sommes pour 2015 à plus du double, avec près de 70 sur l'année. Un cas turinois qui est loin d'être isolé. Tout le nord italien, Milan, Venise et même la petite ville piémontaise d'Alexandrie refont les niveaux des normes européennes en rouge. Toujours. Vous voyez, Turin est ici, à l'extrémité de la plaine du Pô, dans une situation d'encerclement par les Alpes qui maintient cette brume de pollution au-dessus de la ville. En cas de pic, comme c'est le cas maintenant, cette configuration empêche tout changement d'air, tout renouvellement de l'atmosphère. Dans ce cadre, noir comme un pot d'échappement, des efforts ont pourtant été faits. Un Vélib turinois installé aux 4 coins de la cité. Une zone à trafic limité instaurée dans l'hypercentre-ville. Mais la capitale italienne de l'automobile a beau avoir perdu la plupart de ses usines, ses habitants aiment encore beaucoup leur voiture, trop au goût de certains. Vous pouvez le constater par vous-même, ici tout est fait dans cette ville en fonction de l'automobile. Même les nouvelles voies de circulation perpétuent la tradition du tout-voiture. Alors qu'au contraire, le moment est venu de changer notre logiciel sur le déplacement en ville. On nous dit qu'il n'y a plus d'argent dans les caisses, mais il peut qu'il reste qu'on le dépense bien au moins, sinon on n'en finira jamais avec la pollution. Alors, Turin, Pékin, même combat. À plus ou moins long terme, nos voisins turinois sont-ils, oui ou non, condamnés au masque anti-pollution? Jusqu'alors, je n'y avais jamais pensé, mais c'est une bonne idée que vous me donnez là. Merci. Et retour en Suisse, Fabrice, pour parler du marché immobilier. Oui, alors Pauline, je ne sais pas si ça vous intéresse, mais si vous avez 10 000 francs suisses environ à sacrifier, eh bien vous pouvez vous offrir une demeure particulièrement originale. Et puis qui sait, si un jour les choses tournent mal, peut-être utile. Mais on ne le souhaite pas, car il s'agit d'un bunker. Oui, un bunker construit par l'armée suisse pendant la Seconde Guerre mondiale. Elle en a parsemé ses montagnes, paraît-il, à l'époque. C'est vrai qu'avec Hitler et Mussolini à ses portes, même neutre, la Suisse avait de quoi s'inquiéter, elle aussi. Alors pas d'eau, pas d'électricité à l'intérieur et interdiction formelle de stocker, même pas de vin ou du fromage. Mais si cela vous intéresse, Pauline, je vous donnerai tout de même les coordonnées de l'agence qui s'en occupe. Merci. C'est dans le canton de Fribourg, c'est très joli, un peu isolé, mais non, joli. merci. En Italie, à présent, pour finir, avec des images d'une séance de cinéma pour aveugles. Oui, la première du film Il colore dell'erba, la couleur de l'herbe, a eu lieu la semaine dernière. C'était à Turin, dans la grande salle du Cinema Massimo. Vous le voyez, il n'y avait justement que des non-voyants. Sur l'écran aussi, d'ailleurs, les acteurs sont tous aveugles et grâce à la bande-son du film qui permet de suivre la narration de l'histoire dans ses moindres détails et aux commentaires des acteurs eux-mêmes, la couleur de l'herbe semble avoir bel et bien trouvé son public. Le réalisateur était à cette première, d'ailleurs, pour expliquer son concept qui part
part de l'idée que regarder un film les yeux fermés, c'est un peu comme lire un livre, ça procure les mêmes émotions et puis ça permet de favoriser l'imaginaire. Merci beaucoup Fabrice. Et on reste justement dans le handicap, puisque le Grenoblois Sébastien Pilot enseigne la boxe pour les personnes handicapées. Aujourd'hui, ce sportif, lui aussi atteint d'une maladie orpheline, s'est lancé un nouveau défi, et pas des moindres, descendre l'Etna en fauteuil roulant. Frédéric Lefrançois et Cédric Picot l'ont rencontré. Sébastien Pilot s'entraîne beaucoup, énormément. Sébastien Pilot multiplie les efforts au quotidien. Des exercices physiques, en vue d'une tentative, d'une performance un peu spéciale. Une descente de l'Etna en fauteuil roulant. Forcément, ça demande un minimum de préparation. La difficulté quand on est en fauteuil et qu'on fait de la descente, c'est de pouvoir être bien gainé, ce qu'on appelle être bien gainé en fait, pour éviter de tomber du fauteuil, pour éviter de se faire mal, parce que si mes bras sont balancés dans tous les sens, je peux me faire une luxation, pareil au niveau des hanches. Donc en fait, ça nécessite en fait un travail particulier qui est du renforcement. Cette descente de l'Etna en FTT, en fauteuil tout-terrain, sera une première mondiale. Mais ce n'est pas ça qui a motivé notre homme. Non, cette idée lui est venue après une énième hospitalisation. Un passage par l'hôpital où Sébastien a croisé de nombreux enfants. Et c'est pour eux qu'il s'est lancé ce défi. J'aime la vitesse, j'aime le sport et voilà, en mixant tout ça, j'ai dit une descente, une bonne grosse descente, ça peut être intéressant. Et je trouvais que le volcan avec le symbole de la lave, de la flamme et du feu, c'était sympa d'aller l'affronter en fait. Comme je fais un sport de combat, donc je vais aller combattre le volcan et j'ai envie de faire des images et d'aller les montrer aux enfants pour dire que bien préparé, on peut tout faire. Allez, 1, 2, 3, très bien. Allez, on continue, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Allez, mets bien tes mains hautes, Audrey. Quand Sébastien n'a pas la tête dans le volcan, il passe les gants pour enseigner le noble art. 1, 2, 3, boxe. Allez, on s'arrête pas, allez, plus vite. Détenteur d'un brevet d'état de boxe anglaise et handisport, il entraîne 2 fois par semaine une dizaine de personnes handicapées moteurs ou sensorielles. Dans la spécificité de la handibox, ce qui a été créé à Grenoble, ici au ring grenoblois, l'avantage que moi j'y trouve, c'est en fait le dépassement de soi, en fait ne pas avoir peur de l'autre, le contact avec l'autre, le fait de toucher l'autre et pas de le frapper. C'est entre guillemets apaisant, relaxant, on se fait plaisir en se boxant, mais ça reste amical. 1, 2, 3 et je reviens en garde. Tu me fais voir ? Après les cours collectifs, l'heure est aux leçons particulières. Sébastien ne s'arrête jamais, à fond, toute la journée, surtout pour les autres. Rarement pour lui, toujours avec énergie, toujours prêt au combat. Ouais. Je me ressource ici et c'est vrai que la maladie est fatigante, mais et plus je vieillis, plus elle est fatigante parce que je récupère moins, parce qu'elle évolue de plus en plus vite. Mais moi, ça me porte, donc je continue. Tant que j'ai quelque chose qui peut me tenir debout, des béquilles, un fauteuil, n'importe quoi, je continuerai d'avancer. J'avance donc je vis, comme on dit. Voilà. Voilà, et sachez que la Coupe du monde de ski alpin handisport débute ce lundi sur le stade de l'Oignon à Tignes. À cette occasion, vous pouvez retrouver sur notre site internet France 3 Alpes une interview de Marie Baucher. La Savoyarde quadruple championne paralympique à Sotchi est la grande favorite de cette compétition. Interview complète sur notre site alpes.france3.fr. Et c'est la fin de ce journal. L'actualité continue sur le site alpes.france3.fr que l'on évoquait à l'instant. Ce soir à 19h, vous retrouverez Daniel Despins pour un nouveau point sur l'actualité dans les Alpes. Passez une très belle après-midi et bon appétit.